Pourquoi est-ce qu'on est feignant et feignante? Parce que nous partageons cette caractéristique avec la totalité du règne animal, hein, il suffit de regarder ce que fait votre chat qui roupille toute la journée, qui est de s'économiser au maximum à chaque fois qu'on en a la possibilité pour être sûr qu'on passera les moments où la nourriture n'est pas disponible ou qu'on aura l'énergie nécessaire pour échapper à un prédateur ou courir après une proie. Donc on a une tendance, comme la totalité du règne animal, à essayer de se fatiguer le moins possible pour un résultat donné. Et ça explique pourquoi, si on peut prendre une voiture plutôt que de marcher à pied, on le fait. Ça explique pourquoi, si on peut prendre un ascenseur plutôt que de prendre l'escalier, on le fait. Et ça explique pourquoi, si on peut passer la soirée vautré devant la télé au lieu d'aller transpirer, pour l'essentiel des gens, on le fait. D'accord ? On est biologiquement câblé pour se comporter comme ça. Et ça demande une motivation forte et un désir fort de se comporter autrement. Sur cette boîte de pétri un peu particulière, qu'est la planète Terre, nous avons une population de bactéries très intelligentes, qui s'appellent des êtres humains, dont là, vous voyez par contre la population en train d'augmenter de manière assez significative. Alors, il y a 10 000 ans, la population humaine faisait quelques millions d'individus. Là, je l'exprime en milliards, ça fait donc 0,05 milliards d'hommes. Enfin, d'êtres humains plus exactement. Pourquoi 10 000 ans? Parce que c'est le moment où notre espèce se sédentarise. Donc voilà, c'est... vous voyez qu'au moment où démarre la révolution industrielle, on est à un demi-milliard et aujourd'hui, on est au-delà de 8 milliards. Et depuis l'époque où je suis né, c'est-à-dire pas longtemps après 1960, la population a fait plus que doubler. C'est quand même pas une évolution marginale. Alors évidemment, à chaque fois que la population augmente sur une planète dont le diamètre n'augmente pas, vous comprenez bien que ça pose tout de suite la question de quelle part du gâteau peut aller à chacun. Voilà, parce que le gâteau, encore une fois, planétaire, manifestement, ne va pas augmenter. Alors par contre, dans cet environnement qui a été physiquement stable et numériquement changeant, il y a une autre chose qui a été raisonnablement stable, c'est un certain nombre de caractéristiques biologiques que nous partageons avec le reste du règne animal. Et une caractéristique biologique que nous partageons avec le reste du règne animal, et vous allez voir pourquoi je vous en parle, parce que ça va structurer très fortement le reste de ce que je vais vous raconter sur l'évolution humaine et donc notre rapport à la limite, c'est que nous sommes flemmards. Nous sommes des feignants et des feignantes. Bon, oui, et pourquoi est-ce qu'on est feignant et feignante? Parce que nous partageons cette caractéristique avec la totalité du règne animal, hein, il suffit de regarder ce que fait votre chat qui roupille toute la journée, qui est de s'économiser au maximum à chaque fois qu'on en a la possibilité pour être sûr qu'on passera les moments où la nourriture n'est pas disponible ou qu'on aura l'énergie nécessaire pour échapper à un prédateur ou courir après une proie. Donc on a une tendance, comme la totalité du règne animal, à essayer de se fatiguer le moins possible pour un résultat donné. Et ça explique pourquoi, si on peut prendre une voiture plutôt que de marcher à pied, on le fait. Ça explique pourquoi, si on peut prendre un ascenseur plutôt que de prendre l'escalier, on le fait. Et ça explique pourquoi, si on peut passer la soirée vautré devant la télé au lieu d'aller transpirer, pour l'essentiel des gens, on le fait. D'accord ? On est biologiquement câblé pour se comporter comme ça. Et ça demande une motivation forte et un désir fort de se comporter autrement. Alors, des fois, il y a des désirs et des motivations fortes qui peuvent nous pousser à faire autrement. Mais quand même, on a cette caractéristique en nous. Une deuxième caractéristique que nous avons, notamment dans les civilisations des moyennes latitudes, d'où sont parties l'essentiel des innovations techniques récentes. Vous remarquerez que l'essentiel des innovations techniques récentes sont parties des civilisations des moyennes latitudes. C'est pas né, alors encore une fois, ce que je vais dire n'est pas une considération particulièrement péjorative. Hein. Juste quand vous regardez, c'est né à cet endroit-là. Nous avons une caractéristique, c'est que nous sommes accumulatifs parce qu'il faut passer l'hiver. Donc on a créé des sociétés qui valorisent l'accumulation. Et pour celles et ceux dans cette salle qui se rappellent de la petite fable de la cigale et de la fourmi, vous voyez bien que l'insecte qui est valorisé dans cette fable, c'est l'insecte qui accumule. Parce que lui, il va passer l'hiver. Et la cigale qui va en boîte de nuit tout l'été, là, bah, elle n'accumule pas. Et Tintin, l'hiver, elle ne le passera pas. Donc, et cette tendance à l'accumulation, elle est maintenant très culturelle.
c'est-à-dire que quand on gagne ce que gagne une femme de ménage en France, eh ben, on voudrait gagner ce que je gagne moi. Quand on gagne ce que je gagne moi, on voudrait gagner ce que gagne un financier à la City. Et quand on gagne ce que gagne un financier à la City, on voudrait gagner ce que gagne le patron de Nestlé. Et quand on gagne, on voudrait gagner ce que gagne Bernard Arnault. Et Bernard Arnault voudrait gagner ce que gagne Jeff Bezos. Voilà, il n'y a jamais assez. D'accord ? Parce qu'on a culturellement cette tendance à l'accumulation. Alors vous allez voir que ça structure également notre rapport à la limite. Enfin, on a un dernier trait de comportement important. Nous sommes des animaux sociaux, on vit en groupe. Et chez les animaux sociaux, le statut est un truc essentiel. Parce que, historiquement, dans un environnement hostile, c'est ça qui vous garantit l'accès au sexe et à la nourriture. Donc vous allez chercher à monter en termes de statut dans le groupe. Et du reste, si cette quête du statut n'existait pas, le PFL n'aurait pas d'étudiants. On est d'accord ? Non. Donc, vous avez ces traits de comportement qui sont essentiels pour notre espèce. Et vous allez voir encore une fois que ça structure notre rapport au monde parce que ça nous a toujours poussé à essayer d'avoir plus en se fatiguant moins, notamment, même quand on était au-delà de la satiété, histoire d'impressionner nos semblables. Si ce trait de comportement n'existait pas, Porsche ne vendrait pas une voiture. Parce que pour vous déplacer, vous n'avez pas besoin d'une Porsche. Il suffit d'un truc plus petit, ça marche aussi bien. Et Rolex non plus, ce qui serait un drame pour l'économie suisse. Bon, Rolex ne vit que sur le statut. Sur quoi d'autre ? Bon. Donc c'est ça qui nous pousse à avoir une absence de rapport à la limite. Alors dans le domaine de l'énergie, ça s'est manifesté au travers du fait que nous avons cherché partout où nous pouvions à nous adjoindre des esclaves énergétiques, des machines, qui nous ont permis de faire toujours plus en nous fatiguant toujours moins. Prenons l'exemple de l'agriculture. Je prends un agriculteur des temps modernes. Eh bien, il produit aujourd'hui, en France, en Suisse, alors en Suisse, l'élevage c'est un peu différent, mais en France, il produit aujourd'hui 200 fois plus de nourriture par individu que ne produisait un agriculteur d'il y a 2 siècles. Et en plus, il se fatigue beaucoup moins, parce que ce n'est pas lui qui cultive, c'est le tracteur. On a fait ça grâce à l'énergie, qui nous permet d'avoir des machines très puissantes. Donc là, je vous donne l'exemple d'un tracteur. Quand vous regardez la puissance mécanique d'un tracteur, là en plus c'est un petit tracteur, 60 kW, eh bien vous vous rendez compte qu'il a la même puissance, il développe la même puissance que quelques centaines de paires de jambes. Si vous prenez un cycliste qui monte 4000 mètres de dénivelé dans la journée, ce qui est déjà pas mal, bon, c'est pas le grand raid, mais quand même, c'est déjà pas mal, et qui fait ça en 10 heures, eh bien, vous vous rendez compte que mon cycliste, il aura développé une puissance moyenne de 100 watts avec ses jambes sur une journée de 10 heures. C'est ça qu'il aura développé. C'est pas beaucoup, hein, 100 watts. Hein. Et donc, un tracteur de 60 kW, ben, vous voyez, il est aussi puissant que 600 paires de jambes. Donc, dans l'agriculture, on peut produire plus en se fatiguant moins, en ayant recours aux machines, en ayant recours, par exemple, aussi aux moissonneuses-batteuses, en ayant recours aux usines d'engrais, en ayant recours aux navires de la marine marchande qui permettent à Louis Dreyfus de vous fournir en café, en chocolat et autres denrées qui ne poussent pas ici. On a également des camions, par exemple, qui sont des auxiliaires indispensables de l'économie aujourd'hui. Il n'y a pas une entreprise dans cette salle qui ne puisse faire l'économie d'un camion. Pas une. Pour recevoir des marchandises, même si vous êtes une activité de service, à un moment vous recevez un ordinateur, vous recevez une prise électrique, vous recevez un bureau, etc. Tout ça sera transité par un camion. Et vous voyez, grâce au camion, ben, on peut transporter beaucoup plus en se fatiguant beaucoup moins qu'avec les charrettes à bras, voire avec les charrettes à bœufs. Donc, d'une manière générale, toutes les machines industrielles, on les a mises au profit de cette pulsion que nous avons, qui consiste à essayer d'en avoir beaucoup plus en se fatiguant beaucoup moins. Et il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si on était en capacité tous de pouvoir acheter un jet privé, la moitié de la salle le ferait. Plutôt que d'aller se tasser dans un aéroport et de se mélanger avec les autres personnes qui sentent mauvais sous les bras et qui ont des trop grosses valises. Tout le monde le ferait. Donc, le point essentiel, encore une fois, c'est que j'insiste, on est câblé. C'est ça le problème qu'on a, pour ne pas avoir de limite. Et donc, partout où on a pu prendre plus d'espace, on l'a fait.
Alors ça s'est notamment traduit par le fait que la quantité d'énergie qu'on utilise, c'est-à-dire en fait la quantité de machines qu'on utilise, hein, parce que utiliser de l'énergie, c'est utiliser des machines. Personne dans cette salle ne boit du pétrole, enfin je vous le déconseille, c'est pas terrible. Personne dans cette salle ne respire du gaz naturel, personne dans cette salle ne mange de charbon, et personne dans cette salle ne met ses doigts directement dans la prise électrique pour moudre le café. Donc ce que vous faites quand on dit que vous utilisez de l'énergie, c'est qu'en fait vous utilisez une machine. Et quand on vous montre des courbes de consommation d'énergie, comme je vous montre ici, là, qui sont là par exemple la courbe de consommation d'énergie par personne en moyenne mondiale depuis 1,5 siècle, bois exclu, eh bien ce que vous voyez en fait, c'est quelque chose qui incarne le parc de machines qui travaillent pour nous. C'est ça la consommation d'énergie. Dans ces machines, vous avez des frigos, des voitures, des machines à café comme j'ai dit tout à l'heure, des laminoirs, les ascenseurs de l'EPFL, enfin tout quoi, toutes les machines qui travaillent pour nous. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que la quantité d'énergie utilisée par personne a été multipliée par plus de 30 en 1,5 siècle. Et en fait, quand vous comprenez que l'efficacité des machines, grâce aux ingénieurs de l'EPFL et marginalement d'ailleurs, a été multipliée sur la même période par un facteur 10 à 20, c'est une autre manière de dire qu'en l'espace d'1,5 siècle, on s'est sur Terre, en moyenne, mis à avoir l'équivalent de quelques centaines d'esclaves qui travaillent pour nous. C'est ça que les machines ont fait pour nous. Et comme je vous le dis, on est insatiable. Donc, en moyenne mondiale, on est à 200. En France, on est en moyenne à 600. Aux États-Unis, on est en moyenne à 1000. Et dans cette salle où j'ai affaire essentiellement à des catégories socio-professionnelles supérieures ou qui le deviendront, on est entre 1500 et 2000. Voilà. Et jamais assez, quoi. Ou ça s'arrête? Jamais. Alors ça pose évidemment quelques problèmes sur l'environnement. Si je compose la taille de la population avec la pression unitaire sur l'environnement d'un individu au travers notamment de sa consommation d'énergie, qui est un très bon indicateur agrégé de la pression sur l'environnement, puisque l'énergie, je rappelle à tous les gens qui ne sont pas physiciens dans cette salle, c'est-à-dire pas tous les étudiants de l'EPFL, que l'énergie, c'est par définition l'unité qui compte le changement dans le monde physique. C'est ça l'énergie, hein. Ça sert à compter le changement dans le monde physique. Plus un système se transforme, plus il y a une grande quantité d'énergie qui est impliquée, hein. Donc l'énergie compte le changement dans le monde physique. Donc la consommation d'énergie par individu est un très bon indicateur agrégé de notre capacité à transformer l'environnement, donc à faire pression sur lui, en gros, hein. Et donc la courbe que je vous montre là, elle donne une bonne indication de l'indicateur agrégé de l'humanité, enfin de la pression de l'humanité sur l'environnement. Et bien évidemment, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un problème de taille de boîte. La Terre fait toujours 13 000 km de diamètre. La pression a augmenté, comme montré sur ce graphique. Donc vous comprenez bien que ce qui n'était pas un problème à une époque est en train de le devenir de façon massive. Alors, ce que je vous dis sur l'énergie, ça vaut sur toutes les autres pressions. En gros, le cycle de l'azote, l'acidification, la déforestation, etc. Enfin, vous voyez, quelle que soit la nuisance que vous regardez, en gros, ça évolue dans le mauvais sens. Alors, le lien avec l'économie, puisque ici, on est dans un endroit où on s'intéresse un peu à l'économie, c'est que ce que je viens de vous dire est invisible dans les comptes des entreprises. C'est invisible dans les comptes des entreprises parce que la diminution des ressources naturelles ne fait pas l'objet d'une prise en compte dans le système économique. Ça n'est pas compté. Dans la convention économique classique, les ressources naturelles sont gratuites. Alors vous avez souvent entendu dire que le vent c'est gratuit et que le soleil c'est gratuit, ce qui est tout à fait vrai, mais le pétrole est tout aussi gratuit. Personne dans cette salle n'a payé le moindre centime pour la formation du pétrole. L'océan est tout aussi gratuit. Le Cervin est gratuit et le Rhône est gratuit. Tout ça, ça n'a strictement rien coûté à absolument personne. Donc la Terre, dans son ensemble, est gratuite. C'est un gigantesque supermarché dans lequel il n'y a qu'à se servir gratuitement. Et tout ce qu'on va payer dans le monde économique, c'est des revenus humains, c'est-à-dire des salaires et des rentes, qui correspondent au temps que nous investissons et à la propriété dont nous nous défaisons, ou pas. Mais tout ça, c'est des revenus humains qui vont des ressources naturelles qui sont gratuites jusqu'à l'objet final ou au service final qui lui est payant. Donc quand vous achetez un verre, par exemple, vous n'achetez pas les atomes du verre. Les atomes du verre ont été créés par la première génération d'étoiles avant le Soleil, par fusion successive, disséminés dans l'espace, mis dans la Terre quand elle s'est formée autour du Soleil, et un jour, nous, on s'en sert pour faire un verre. Mais ces atomes-là, vous ne les avez pas payés, moi non plus du reste. Donc quand j'achète un verre, je ne paye pas le verre. Je paye le travail humain qui va des ressources naturelles jusqu'au verre. Voilà, c'est ça que je paye. Je paye le réarrangement des atomes, en gros. C'est ça.
Et donc, quand je diminue les stocks de minerais de cuivre, de poissons, de forêts, de pétrole ou de ce qu'on veut, ça ne coûte strictement rien à l'économie puisque ces stocks sont gratuits. Pour tous les gens dans cette salle qui tiennent une comptabilité d'entreprise, la dotation aux amortissements sur un stock qui vaut zéro, ben elle vaut zéro. Hein. Pas besoin d'aller chercher très loin. Donc, le dommage qu'on peut causer à l'environnement, qui pourrait nous alerter s'il était payant, à ce moment, on verrait arriver la limite. Ben là, on ne le voit pas arriver, et on ne le verra arriver que le jour où le dommage à l'environnement sera suffisamment important, les placards suffisamment vides et les poubelles auront tellement débordé qu'à ce moment, le flux annuel de transformation qui s'appelle le PIB commencera à en pâtir. C'est à ce moment-là qu'on verra arriver le problème dans l'économie de manière massive. En Europe, incidemment, on commence déjà à le voir arriver un peu, hein, mais pas le temps aujourd'hui, avec le temps imparti, de vous le développer ça. Mais on commence déjà à le voir arriver un peu, quand on s'est bien regardé. Mais sinon, il faut bien comprendre que tant que l'économie ira bien, la Terre va continuer à souffrir. Si j'étais un peu taquin, je dirais on fera des grandes conventions pour essayer de réfléchir au problème, mais il ne se passera pas grand-chose, tout simplement parce que le signal qui nous permettrait de comprendre qu'il y a le feu, en fait, il n'est pas là. Il n'est juste pas là.